Regardez cette fusée qui décolle, c'est une fusée V2, en fait, le premier missile balistique de l'histoire. Des bombes volantes mises au point par les ingénieurs d'Hitler. Pendant la dernière guerre mondiale, plus de 1300 d'entre elles se sont abattues sur Londres et plus encore sur le port d'Anvers et même quelques-unes sur Paris. Bonjour à tous, nous sommes à Éperlec, à 2 pas de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Nous irons également à Viserne, non loin d'ici. Eh bien, ce sont sur ces deux sites, des sites historiques, que l'on trouve aujourd'hui encore les derniers vestiges, les derniers témoignages des armes secrètes du Troisième Reich. Des témoignages faits de pierre, de ferraille et de béton. Tombe des bombes, ça boum sur boum sublime. Des plombes que ça tombe, un monde immonde s'abîme. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Bonjour Hubert de Mégine. Bonjour. Vous êtes le propriétaire de ce site d'Éperlec et quand on arrive ici, on est extrêmement surpris par le gigantisme du site. Est-ce vrai qu'il s'agit là d'un des blocos les plus importants d'Europe? Oui. Si l'on le compare avec des bases sous-marines, je dirais non. Mais en volume aérien extérieur, effectivement, c'est le plus grand d'Europe. Alors ce blocos a été très rapidement construit. Finalement, qui l'a construit, ce blocos? Alors, ce blocos a été construit dans un temps record, puisqu'il a été construit en 9 mois avec 2 vagues de construction. Alors, c'est les Allemands qui l'ont construit, c'est l'équipe de Floss qui s'est occupée de la construction du blocos d'Éperlec, comme la majorité des blocos qui ont été construits sur le littoral et en général. C'est Hitler qui a décidé et voulu ce blocos, un blocos finalement extrêmement polyvalent. Alors, le blocos d'Éperlec est une usine qui regroupe une première usine de réception, de stockage de 108 fusées. Après, ces fusées vont passer dans une deuxième chaîne, qui est une chaîne de préparation au pas de tir. Et après, il y aura 2 pas de tir commandés par une tour de contrôle qui sera à l'extérieur du blocos. C'est-à-dire que les fusées elles-mêmes, ces fameux V2, n'étaient pas construits ici, ils étaient construits ailleurs, en Allemagne. Les V2 étaient construits à Dora, dans une usine souterraine, puis ils étaient acheminés jusqu'à Éperlec via éventuellement des silos de stockage. Et d'ici était prévu de lancer 36 fusées par jour, avec 2 pas de tir. Alors je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la situation géographique du site. Nous sommes en pleine forêt, la Manche n'est pas très loin, Londres non plus, Londres qui est l'objectif d'Adolf Hitler. Alors, les Allemands ne pouvaient pas trouver mieux. Dans un triangle entre Dunkerque, Boulogne et Saint-Omer, et Calais si vous voulez, nous sommes à l'intérieur des terres, à 20-25 km de la côte, hors des portées de canons de marine. Seule attaque aérienne peut être possible, mais ce massif forestier s'élève à 87 mètres d'altitude. Donc les attaques resteront relativement hautes. Plus vous êtes haut, moins vous êtes précis. Alors ces attaques, parlons-en précisément. Les Britanniques, bien sûr, ont un œil sur ce blocos d'Éperlec et leur super forteresse, leurs bombardiers aussi. C'est en 1943 qu'ont lieu des bombardements massifs du site. Oui, l'idée c'est de stopper les travaux de telle manière que les Allemands n'aient plus la force et la puissance de redémarrer un tel chantier avant la fin de la guerre. Et il y a eu des bombardements avec des bombes Tallboy. Bombes Tallboy qui sont des grosses bombes de 6 tonnes qui sont larguées à un peu plus de 5000 pieds et qui arrivent au sol avec un poids d'une vitesse à peu près de Mach 2, 2 fois la vitesse du son, donc s'enfoncent en profondeur dans le sol et quand elles explosent, elles ont un phénomène de tremblement de terre et disloquent un peu tout. Eh bien, merci beaucoup Hubert de Mégine. Au revoir et merci. Après la destruction du blocos, la décision d'Hitler et de son état-major fut extrêmement rapide. Il est vrai qu'il y avait urgence compte tenu de l'avancée des forces alliées. Décision est donc prise de transférer les activités de ce site, celui d'Éperlec, sur un autre site, lui aussi destiné à lancer des fusées V2, un site situé sur la commune de Viserne, non loin d'ici, c'est à quelques kilomètres. Je vous propose tout de suite de vous y conduire. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker.
Voilà, nous sommes en route vers Viserne, juste quelques kilomètres. Alors il faut bien comprendre que Eperlec et la coupole que vous allez découvrir dans quelques instants n'étaient pas les seuls sites de lancement de cette Europe du Nord occupée, site de lancement bien sûr de ces fusées V2. Marie Lebon vous en dit tout de suite beaucoup plus. Les bombardements d'Eperlec et Viserne ont rendu nécessaire la mise en œuvre d'autres sites opérationnels de lancement. En cette année 1944, de nouvelles rampes sont mises en action dans le nord de l'Europe. C'est aux Pays-Bas, dans la région de Middelbourg, puis de La Haye et de Reach, que sont lancés la majorité de ces engins de mort, les côtes occupées se trouvant à seulement 300 km de Londres. La Belgique est également concernée, avec les emplacements de Gouvy et du plateau de Taille dans les Ardennes. Mais au-delà de ces sites lourds et statiques, toujours sous la menace des bombardements, la décision est prise de mettre en place des unités démontables. Mobiles et légères, plusieurs dizaines sont déployées dans le nord de la France, en Belgique et aux Pays-Bas par l'Allemagne nazie pour tenter d'affaiblir la Grande-Bretagne jusqu'à la fin du conflit. Alors le voilà, ce site de la coupole, cette coupole que vous voyez derrière moi, située sur la commune de Viserne, une coupole où le gigantisme, là encore, est de mise, magnifiquement mise en scène d'ailleurs pour les très nombreux visiteurs. Je rejoins Julien Duquesne, vous êtes directeur de ce site, Oui. Un site extraordinaire, on l'a vu déjà, un site où tout était conçu pour un lancement, j'allais dire, industriel de ces fameuses bombes fusées, les V2. Oui, on est vraiment sur une véritable ville souterraine, puisque en moins de 10 mois, ce site a été construit en moins de 10 mois, il y a plus de 7 km de galeries, 7 km, et le programme prévoyait d'en construire 14. Alors je voudrais qu'on dise un mot sur ce fameux dôme extérieur qui est visible d'à peu près partout ici dans cette région. Là encore, c'est une conception avec du béton armé, tout à fait extraordinaire pour l'époque. Oui, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est la seule partie visible du chantier, du site. C'est un dôme qui est construit à partir de mars 1944. Le chantier, lui, c'est octobre 1943, donc c'est bien après. Et on décide d'avoir une construction particulière. Il s'agit de protéger les salles de préparation au tir. Et donc, à partir de mars 1944, on crée un moule directement sur la craie et on y coule le béton. C'est la méthode de l'organisation de la top. Vous savez, on coule le béton, puis après on gratte en dessous. Donc on construit ça à partir de mars 1944, et ce sont plus de 55 000 tonnes de béton qui vont être déversées dessus. Alors 55 000 tonnes, c'est plus gros que le porte-avions Charles de Gaulle, c'est 5 fois et demi le poids de la Tour Eiffel, et c'est ce dôme qui va résister aux bombes qui vont être déversées sur le site. Parce qu'effectivement, ce dôme est visible des Alliés, en particulier des avions d'observation britanniques. Et là, comme à Eperlec, eh bien, Churchill décide de détruire ce site. Alors, pourquoi avait-il intérêt à détruire cette coupole, à détruire ce dôme? Il fallait la détruire parce qu'il ne manquait plus que quelques semaines pour rendre le site fonctionnel, que l'objectif finalement était d'envoyer ces fusées V2 sur le centre-ville de Londres et de les envoyer à un rythme cadencé de 50 fusées V2 par jour. C'est-à-dire que le programme prévoyait d'envoyer une fusée toutes les demi-heures sur le centre-ville de Londres. Merci beaucoup, Merci. Julien Duquesne. Alors justement, ces fusées V2, on va en savoir un peu plus. C'est l'une, j'allais dire, des stars de ce site, des engins de mort, des engins de destruction, mais également des engins pleins d'avenir. Vous allez le voir. Bonjour Laurent Thierry. Bonjour. Vous êtes historien ici même sur ce site avec cette fusée V2. Il s'agit d'une fusée authentique qui est conservée ici même. 14 mètres de long, des milliers de litres d'explosifs. Elle a causé combien de morts pendant la guerre? On estime le nombre de pertes civiles à un petit peu moins de 16 000, essentiellement en Angleterre. Et aussi sur le port d'Anvers, les deux principales cibles dirigées par Hitler. Anvers étant un port allié, bien sûr. Oui, stratégique. On dit également que cette fusée
de par sa construction, a tué encore plus de monde chez les déportés qui l'ont construite. Tout à fait. Dès 1943, le projet de secret, Hitler prévoit de faire fabriquer ces fusées par les déportés des camps de concentration eux-mêmes et confie à la SS ce projet. Et les fusées V2 vont être essentiellement produites dans le tunnel du camp de concentration de Dora en Allemagne, là où près de 40 000 déportés vont être envoyés entre 1943 et fin 1945. Et parmi ces 40 000 déportés qui ont construit ce V2, beaucoup de Français. Oui, près de 9 000 Français, 9 000 déportés de France, essentiellement des résistants partis dans les gros convois de Compiègne entre 1943 et l'été 1944. Alors cette fusée V2, c'est un bijou technologique d'une certaine manière, mais est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un échec militaire ? Militairement, c'est un échec total. Les bombardements engendrés par cette arme n'auront jamais l'ampleur des bombardements classiques faits par les Alliés au-dessus de l'Allemagne à partir de simples bombardiers. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire que cette fusée est un bijou technologique quelque part ? Les Allemands ont réalisé un exploit scientifique qui est à l'origine de tous les lanceurs de l'après-guerre mis au point dans les différents pays après la guerre. Alors il y a un homme qui est, j'allais dire, la cheville ouvrière de ce projet qui aboutira au V2 puis ensuite à la fusée lunaire Saturn V, c'est Wernher von Braun. Qui était-il cet homme ? Alors Wernher von Braun est un jeune passionné de fusées dans les années 20. Il a une vingtaine d'années, il est recruté très tôt et va diriger une équipe très importante d'ingénieurs sur un site établi spécifiquement à ce fait sur la Baltique, à Peenemünde, qui va être chargé de mettre au point cette arme de représailles. Alors ce qui est incroyable, c'est que ce Wernher von Braun, immédiatement à la fin de la guerre, a été récupéré par les Américains. Tout à fait. Les Américains ne pouvaient pas se passer de ces cerveaux, entre guillemets, pour eux continuer, dans le cadre de la guerre froide, surtout vis-à-vis de l'URSS, à exploiter ces projets et continuer à mettre en œuvre ces projets qui aboutiront à la conquête de l'espace et à marcher sur la Lune. Merci Laurent Thierry. Le V2, vous l'avez compris, un échec militaire, donc un vecteur de mort et de beaucoup de souffrance, et pourtant une technologie qui, après avoir envoyé des hommes sur la Lune, permettra peut-être demain d'envoyer des êtres humains sur la planète Mars. Jean-Claude Leroy est sénateur du Pas-de-Calais, il est très impliqué dans les histoires, dans l'histoire de ces territoires. C'est un terrible paradoxe d'avoir le meilleur et le pire de la science et de l'homme aussi, d'une certaine façon. Et c'est la raison pour laquelle la coupole se veut d'abord être un outil profondément pédagogique autour du thème à la fois de la résistance, mais de ce que peut être aussi la perversion, je veux dire, de la science. Et la région, le département manifestait le souhait d'ailleurs que chaque jeune puisse, au cours de sa scolarité, visiter au moins une fois la coupole, parce que c'est une leçon, une terrible leçon, mais une leçon sur ce qu'a été, je veux dire, au fond, l'histoire. La coupole, c'est le lieu où s'est joué le sort de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que tout le monde n'est pas conscient, je veux dire, mais c'est à nous aussi, naturellement, de prouver que, effectivement, et de démontrer que le sort de la Seconde Guerre mondiale s'est joué à la coupole. Voilà, c'était Jean-Claude Leroy, le sénateur du Pas-de-Calais. De quoi nourrir votre réflexion certainement sur les paradoxes de l'histoire. C'est la fin de cette émission, à très bientôt pour une nouvelle édition d'Un lieu, une histoire.